Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 7 du podcast de Nitaya, à la croisée de l'entrepreneuriat et de la spiritualité. Aujourd'hui, je vous présente Léa Lézé que j'ai découvert grâce à la chaîne YouTube Tistria. Dans cet épisode, nous allons évoquer des sujets tabous tels que l'argent dans le domaine de la spiritualité, l'ego spirituel et également son parcours inspirant en tant qu'exploratrice des mondes subtils. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Léa. Salut! Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Merci à Tistria de nous avoir mis en relation. Ouais, c'est clair. Merci à eux parce que c'est une chouette découverte, une chouette rencontre et j'ai hâte, de notre échange. Et ben moi aussi. On va rentrer vite dans le dur du sujet. Le podcast, on garde le même format, 3 questions principales. On essaie Yes. de durer 19-20 minutes. Et si ça plaît à l'auditoire, et ben, on refera un autre épisode avec grand plaisir. Donc, j'ouvre le bal avec la première question assez classique. Léa, qui es-tu? Alors, qui suis-je? Eh bien, je dirais que je suis une personne qui est née avec, certaines facultés médiumniques et j'ai décidé d'en faire mon métier un peu par la force des choses, finalement. C'est pas forcément un métier qu'on choisit de base. Ce qu'on choisit, c'est de bien le vivre ou pas. Et j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, je je le vis vraiment très, très bien. C'est même finalement un métier qui me passionne. Mmh. Donc je me définirais par ça parce que ce que je fais dans la vie, c'est aussi ce que je suis dans la vie et voilà, j'accompagne des gens tous les jours et je suis aussi, finalement passionnée par plein de choses. Voilà Est-ce qui je que, suis. est-ce que l'étiquette entrepreneuse spirituelle te convient, te parle? Est-ce que tu trouves que tu l'incarnes? Je pense que je l'incarne, mais que la manière dont on l'entend aujourd'hui dénature un petit peu le message de fond que j'aimerais véhiculer. En soi, autant j'étais très dérangée avant par, certaines étiquettes, autant aujourd'hui je pense que ce qui compte, c'est pas forcément l'étiquette, mais la manière dont on incarne les choses. Donc je dirais pas que que ça me dérange tant qu'on ne m'associe pas à une manière de faire qui n'est pas la mienne, par ce terme-là. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Alors, je rappelle, hein, l'auditoire, ça soit des gens assez sceptiques, c'est à ceux-là que je m'adresse, et puis tu as ceux déjà qui connaissent bien la spiritualité, la médiumnité, qui sont même peut-être du milieu. Si tu devais donner un exemple de qu'est-ce qui te correspond pas? Alors je pourrais pas dire, ce qui me correspond pas parce qu'en soi, je pense que comme tous les entrepreneurs, si je dois me définir comme ça, chacun entreprend avec sa personnalité et sa propre manière de faire. Je pense que ce qui ne me convient pas, c'est finalement, ce qui est un petit peu trop marketing et ce qui est basé beaucoup plus sur le gain financier, en première ligne, plutôt que la profondeur, de pensée philosophique et la profondeur de vivre qui sont plutôt mes moteurs Mmh, personnels. mmh mh. Hem, Disons que à mon sens, si on me définit comme entrepreneur ou entrepreneuse spirituelle, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la forme et la spiritualité, c'est le fond. Mmh. C'est-à-dire que je suis née dans une société qui me demande, en tant que citoyenne et en tant que, finalement, personne qui incarne, qui fait pleinement partie de cette société, de déclarer mon activité, Mmh. d'en faire quelque chose qui soit, en règle, finalement. Tout à fait. Et et finalement, si j'étais née dans une autre société, je n'aurais pas fait ce choix, moi, de vouloir absolument la structurer de cette manière. Mais c'est quelque chose que j'accepte totalement parce que je fais partie de cette société, parce que c'est OK pour moi Mmh. et parce que si je dois adopter ces formes-là pour pouvoir véhiculer un message et accompagner des gens, c'est tout à fait OK. Et je ne peux pas dire non plus que ce n'est pas quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire qu'il y a dans l'entrepreneuriat tout un processus créatif. C'est-à-dire que là, j'en parle dans un point de vue administratif, mais je dirais que l'aspect qui me plaît, c'est d'avoir la sensation que globalement, mon entreprise, c'est aussi une sorte d'objet artistique Mmh. à laquelle je peux donner une forme, très singulière et qui finalement, va représenter la professionnelle que j'ai la sensation d'être
ou en tout cas que j'aimerais incarner. Donc globalement, c'est quelque chose qui, à la fois, me convient sous certains aspects, ne me convient pas sous d'autres. Disons que c'est un petit peu mon passe-droit pour faire partie de cette société malgré un métier qui est assez marginal, Mmh. faut le dire, hein, même si ça l'est de moins en moins, il est encore très marginal. Et tu rappelais un auditoire qui n'est pas forcément, très adepte de la médiumnité et c'est tout à fait OK pour moi vraiment, chacun vit son expérience à sa manière, hein. Il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes, donc c'est tout Mmh. à fait OK pour moi. Tout juste. Le fait est que, c'est quand même tout à fait agréable de sentir que, par le fait que je sois en règle, que je sois aux normes Mmh. et que mon entreprise existe aux yeux de la société, ça me fait aussi exister en tant que professionnelle et ça me crédibilise d'une certaine manière. Tout à fait, j'allais venir sur justement la crédibilité. La Ouais, tout crédibilité à de fait. ce que tu fais. J'ai envie de rebondir, tu as parlé de fibre artistique, donc Ouais. j'inviterai les gens à te découvrir parce qu'il y a vraiment, pour moi, un côté très artiste chez toi, si tu as envie d'en parler, que ça soit, ta ton podcast, que ça soit tes photos ou même le design de ton site, donc du coup ça j'y connais un petit peu. D'où ça te vient, cette inspiration un peu d'elfe, côté fée? Globalement, j'ai toujours eu depuis toute petite, hein, cette volonté de faire transparaître mon univers intérieur à l'extérieur de moi-même et je sais très bien que l'habit ne fait pas le moine. On ne représente pas toujours physiquement, ce qui nous traverse et ce qui nous anime quotidiennement, dans notre sphère, intime de pensée. Et donc, si je veux pouvoir travailler à distance, parce que je rappelle auprès des personnes, pour le moment, moi, je n'ai plus de cabinet, Mmh. physique. J'en aurai un autre un jour, c'est certain. Mais j'aime aussi beaucoup le travail en distanciel. Le fait est que si je veux que la personne comprenne mon approche, si je veux qu'elle comprenne qui je suis en tant qu'accompagnante, il faut qu'elle apprenne à me connaître Mmh. par d'autres vecteurs. Donc, il me faut être rigoureuse par rapport à la manière dont je transmets mon message et j'avoue beaucoup apprécier, ce qu'on pourrait considérer comme étant une forme de superficialité, Mmh. mais qui, à mon sens, est un goût du beau et de l'harmonie. Mmh. On le revoit, on le trouve vraiment, hein. Enfin, moi, je suis très séduite par cet univers chez toi. Je pense C'est pas gentil. être la première à te le dire. On sent il y a un vrai, travail de recherche. Oui, alors honnêtement, c'est plus un travail de transmission et de traduction, plus que de recherche parce qu'en fait, on pourrait croire peut-être, je ne sais pas, en voyant mon feed Instagram ou mon site internet, il y a vraiment eu, un gros travail de recherche en fond. En fait, pas du tout. Je C'est même assez spontané en général. Par contre, là où il y a eu un gros travail de recherche, c'est dans la compréhension de qui je suis, de ce que j'aime, de ce qui est moi et de ce qui est une construction sociale en ma personne. Parce qu'on est tous un petit peu de tout ça et j'ai quand même la chance d'avoir un caractère de base qui est assez indépendant et qui ne dépend pas de ce que le groupe, peut dire ou faire. Ça m'a joué de mauvais tours à certains moments, mais pour le coup, là, ça joue en ma faveur. Donc je suis effectivement, très en joie de créer des choses qui sont agréables pour le regard. Tu mentionnais le podcast, j'avais absolument envie de créer un podcast qui génère chez les autres, le même plaisir que j'ai parfois en écoutant, certaines musiques, Mmh. certains documentaires, certaines choses qui sont harmonieuses, voilà, musicales pour les oreilles. Je pense que, étant donné que nous sommes des êtres sensibles de multiples façons, Mmh. pour certains, c'est le toucher qui va être important, pour d'autres, ça va être le visuel, pour d'autres, l'auditif. Je pense qu'en essayant, en tout cas, du mieux que je le peux à distance et par les outils numériques, de remplir, en fait, cette sphère sensorielle dans ce que je transmets, ça permet aussi de pouvoir, apporter ou nourrir d'une certaine manière, les besoins d'une majorité, Mmh. mais à ma manière, Ouais. à ma façon et ça conviendra pas à tout le monde, ça, c'est certain. C'est absolument certain. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de vanité ou on va dire d'ego qui ressorte, de ce que je transmets. Tout ce que je veux, c'est du beau, mais pour le plaisir du beau, parce que ça me paraît important, en Ouais, fait. ouais. Non, c'est très joliment dit et d'ailleurs tu parles d'ego, l'ego spirituel, on en parle beaucoup.
Est-ce que toi, alors, on s'adresse aussi aux entrepreneurs, hein, spirituels ou pas. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour pas tomber dans cet ego spirituel? Est-ce que toi d'ailleurs tu l'as touché du doigt? Parce que je rappelle que tu es quand même assez jeune, tu as à peine, tu vas avoir 30 ans. Oui. Donc ça fait plus de 8 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que tu as pas mal de conseils à communiquer, justement à ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà dans le métier et qui, peut-être sont même dans un ego spirituel sans le savoir. Hem, le s le seul conseil que je puisse donner, c'est qu'il y a jamais un moment dans la vie où on peut se dire: «C'est bon, j'ai pas d'ego». Là, l'ego commence en fait, c'est là qu'il commence à apparaître. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut toujours avoir l'humilité, de se dire qu'on peut se tromper, qu'on peut être à côté de la plaque, qu'à un moment donné, peut-être, qu'une part de notre personnalité a besoin de reconnaissance et que par ce besoin de reconnaissance qui peut être dû à des instants de vie, des expériences traumatisantes ou quoi que ce soit, peu importe d'où ça vient en fait, hein. Ça n'est pas une excuse au fait que l'ego prenne trop de place. Par contre, c'est une invitation à comprendre pourquoi l'ego veut Mmh. prendre cette place-là. Je ne me considère pas comme étant forcément quelqu'un qui puisse donner des conseils sur comment faire en sorte que, l'ego ne prenne pas trop de place parce que, je ne cesse d'être en vigilance par rapport à ça. Je dirais que, ce qui m'aide en tout cas et Mmh. j'ai l'impression de réussir à mettre pas de côté mon ego parce qu'il est important. Encore une fois, sans lui, je pourrais pas créer tout ce que je crée. Je ne pourrais pas avoir d'identité en tant Mmh. que personne, en tant que citoyenne, il est très important cet ego. Mais par contre, il faut qu'il reste maîtrisé et j'aime collaborer déjà dans mon métier, c'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, pour une communication animale, il y avait des questions de santé, très urgentes qui se posaient et donc j'ai forcément demandé conseil à une collègue pour, transmettre un message peut-être qui soit le plus juste possible, bien sûr en vue, d'un d'un nouveau conseil vétérinaire, mais peu importe. Je le précise simplement pour pas que Oui. on pense que je me substitue à un avis médical, mais en tout cas, on vient en complément, en parallèle. Bref, c'est important pour moi de collaborer et de considérer que je ne suis pas celle qui détient le message, mais une messagère d'un message bien plus vaste auquel d'autres ont accès Mmh. et auxquels d'autres ont accès à leur façon. Et le fait d'être en lien avec d'autres personnes, d'autres professionnels qui font globalement le même métier, mais à leur manière, ça me permet aussi de garder ma place de, comment dire? De à la fois de professionnelle et d'humaine qui ne vaut pas mieux, qui ne vaut pas moins bien. C'est-à-dire Mmh. que j'ai conscience de la valeur de mon travail, mais je la remets toujours en question. Très bien. C'est peut-être ça, hein, s'il fallait donner un conseil, c'est, être toujours dans cette capacité de se remettre en question. Je pense qu'il pour moi, à mon sens, dès lors qu'on arrête de se remettre en question, là, il commence à avoir danger. Dans tous les cas, pour une personne qui est réellement médium, hein, c'est la question qui est question vieux point. Hem, pour une personne réellement médium, il y a un très, très grand risque à entrer dans la vanité et dans l'orgueil vis-à-vis de cet outil-là. Parce que, on est quasiment certain qu'il ne durera pas dans le temps si on ne préserve pas justement son humilité Mmh. et le fait d'être dans un rôle de service aussi. Le service n'est pas la soumission. Le service, c'est finalement, se connecter à un besoin, à une demande, à une nécessité et d'œuvrer à sa façon pour cette nécessité et pour cette demande. Donc moi, je suis au service de l'invisible en tant que personne qui a ses propres limites et je pense que le fait de rester consciente aussi de ça, ça me permet de ne pas me sentir toute puissante Mmh. et voilà. Ça, c'est très De et justement, on parlait tout à l'heure des faux gourous en ouais, hors podcast. Ça ouais. rejoint tout à fait, ce que tu dis et ça rappelle un petit peu à la vigilance, Oui. de ceux alors, moi, j'aime bien parler de ça, de ces addictions que certains peuvent avoir sur les plateformes de voyance à demander constamment des guidances, à constamment chercher des réponses à l'extérieur. Tu parles de service. Moi, j'entends aussi un service payé, hein, parce que Oui. certains vont dire, bah, si Léa ou une autre, a des dons et ben, alors pourquoi elle en fait pas profiter tout le monde et gratuitement? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu?
Mais on l'entend toujours en fait parce que finalement, comme c'est quelque chose qui reste, dans l'inconscient des gens assez marginal, on a l'impression que c'est assez exceptionnel alors qu'en fait ça n'est pas si exceptionnel que ça et je pense que beaucoup de médiums pourraient se réveiller, s'ils n'avaient pas peur de cette marginalité, justement. Le fait est que, je le disais tout à l'heure, je suis une citoyenne de cette société. Ce qui signifie que je n'ai pas de passe-droit, je ne suis pas, au couvent avec la nourriture et le logement, tout frais payés et finalement au service, voilà, moi je n'ai pas le choix que de me nourrir, je n'ai pas le choix que de générer un revenu qui puisse me permettre juste de survivre, de vivre, Ou j'ai de envie de vivre, dire, ouais. mais voilà, je n'ai pas Mmh. ce choix-là. Le fait est que je suis au service, certes, mais je le suis H24. Je dis pas que je consulte la nuit, hein, mais ma médiumnité fait que je suis à l'écoute H24. Mmh. Je n'ai pas le choix, je suis sollicitée tout le temps. Par contre, je me mets au service des gens, à certaines heures dans la journée sur des rendez-vous. Je n'ai pas d'autre métier. Ce qui signifie que si je ne fais pas en sorte que je puisse avoir un digne retour par rapport à mes besoins aussi, dans ce que je donne, dans le temps que je donne, l'attention que je donne, je ne peux juste pas œuvrer. Ce n'est pas possible. Voilà, je parle de œuvrer, mais je ne peux Mmh. pas travailler, hein, on Oui, va parler oui. pragmatique, je ne peux pas travailler. Ça, c'est intéressant que tu utilises autant œuvrer ou travailler. Certains vont dire travailler, c'est un gros mot, préfèrent employer le terme œuvrer. Si on arrête cette hypocrisie, l'objectif, il est le même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de vouloir, se justifier en disant que moi aussi j'ai besoin de gagner de l'argent pour, mon loyer et cetera, j'ai des rêves aussi. Il y a plein de projets que j'ai envie de réaliser dans ma vie de femme, Et je crois que qui beaucoup font de que femmes, ça entre en connexion avec ce que je mets en place au niveau professionnel et je pense qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la manière de d'incarner, notre métier, notre travail. C'est-à-dire que là, on parle de la médiumnité, mais au final, ça peut être, la boulangerie, ça peut être, un plombier, ça peut être, un artiste, peu qu'importe. importe. Un artiste, il a un don, finalement, un don artistique, mais il vend quand même ses peintures et parfois très, très cher. Mmh. Donc en soi, je pense qu'à partir du moment où on est honnête dans notre démarche, dans notre manière d'accompagner les gens et que, la volonté première n'est pas de faire absolument beaucoup d'argent, mais d'accompagner les personnes et finalement à côté de pouvoir en recueillir, le nécessaire pour réaliser ses propres rêves personnels, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose de déséquilibré. Ouais, ça, c'est très bien que tu l'aies souligné. On sait que l'argent, il y a énormément de croyances limitantes, liées à l'argent, alors même en dehors de la spiritualité. Mais en plus, ce qui est tabou avec la spiritualité, ce que j'entends régulièrement, c'est que l'argent n'a pas sa place. Or, on est dans une société matérielle, matérialiste, on est incarné et faut bien jouer les règles du jeu du marché. Donc sans argent, je pense que le message est quand même bien passé, Mmh. il y a pas d'activité. Bah et puis je me permettrais de rajouter autre chose, c'est-à-dire que, aller dire à quelqu'un qui, meurt de faim, dans un pays en guerre, que l'argent, ça n'a pas sa place dans la spiritualité et dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un regard sur l'argent qui dépend aussi du pays dans lequel on est né, dans lequel on a grandi, dans lequel on s'est construit et il faut le dire, c'est un pays privilégié. Nous sommes des êtres privilégiés, on a encore cette chance-là aujourd'hui. C'est peut-être pas une chance qu'on aura, très longtemps, on n'en sait rien, mais en tout cas, le fait est qu'on l'a aujourd'hui et on a le luxe de considérer que l'argent peut ne pas faire partie de l'équation dans un épanouissement personnel. Le fait est que c'est très facile à dire quand on a un frigo plein de nourriture, de l'essence, dans sa voiture, déjà une voiture, Mmh. Déjà. qu'on a un toit sur la Mmh. tête, voilà. Donc je pense qu'il est nécessaire aussi de sortir de ce regard, très, occidentaux-centré sur le fait qu'un être spirituel est un être qui ne parle pas d'argent, qui, Mmh. finalement, ne doit pas le mentionner, doit OK, je pense qu'il faut replacer le contexte. Nous sommes des êtres privilégiés. On a cette chance-là, qu'on puisse en jouir et surtout qu'on ait conscience, que non, on n'a pas, un problème avec l'abondance, hein, Mmh. parce que l'abondance, on l'a déjà, en Oui. fait. Chacun l'a en soi, hein. Oui. Et voilà, on l'a de multiples manières et je pense qu'on a juste besoin de resituer l'argent à sa bonne place.
non pas comme étant vecteur de loisirs, mais comme étant vecteur, de vie, en fait et d'un quotidien qui, à la fois, dépend finalement, du pouvoir d'achat et de plein de choses comme ça, mais qui dépend aussi, comment dire? De cette facilité qu'on a à y avoir accès, en tout cas dans notre pays. Quand je dis facilité, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, on est d'accord. Mmh. Ça n'empêche pas la pauvreté, il y a de la pauvreté dans notre pays, mais je pense qu'une majorité de personnes qui parlent, d'abondance, d'absence d'argent dans la spiritualité et cetera, ce sont des personnes qui n'ont factuellement jamais manqué d'argent. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que je me permettais de parler d'hypocrisie, tout à l'heure. C'est Oui, bien de replacer les choses dans leur contexte et avoir aussi ce recul et cette reconnaissance oui, de ce que l'on a, ouais, puisque à côté, c'est pas la même chose. J'avais une autre question, qui est dans ton parcours oui, d'entrepreneuse spirituelle. oui. Quels ont été les 1ers freins que tu as rencontrés lorsque que tu t'es lancée aussi jeune? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Et si oui, quels ont été ces freins-là? Hem Alors, on vient de le mentionner, mais je vais pas m'attarder dessus parce que je voudrais pas, non plus que ça occupe tout. Mais forcément, je n'ai pas eu l'occasion de mettre d'argent de côté et donc de pouvoir investir dans mon entreprise au départ. Donc c'est peut-être ce qui a fait que, ça a mis peut-être un petit peu plus de temps. Mais je dirais pas que ça m'a manqué non plus. Ça a juste, rendu le processus un petit peu plus long. Ce qui m'a réellement manqué, je pense, c'est, le contact, le réseau. D'accord, Parce que j'ai commencé à 21 ans. ouais. À 21 ans, je venais tout juste de terminer mes études, je venais tout juste de m'installer avec mon conjoint et finalement, j'étais comment dire? Je n'avais aucun réseau professionnel, j'avais changé de ville. En plus, je ne vivais pas dans ma ville, de naissance, donc forcément, il y avait tout à faire. Je suis vraiment partie de zéro. Je dirais que ça a pu me manquer. Mais j'avais une chance à côté de ça, c'est que je suis née dans une génération où globalement j'ai grandi avec l'ordinateur et j'ai grandi avec l'apparition d'internet. Donc c'était un outil où d'emblée j'étais vraiment très à l'aise, avec lequel j'étais très à l'aise. Donc je ne sais pas si je pourrais parler de choses qui m'ont manqué. Je dirais que j'aurais pu avoir certains, contextes qui m'auraient aidée. Mmh. Par contre, je pense avoir eu des facilités. Enfin, en tout cas, moi, je le considère comme ça. J'avais un conjoint qui, me soutenait et qui, finalement, pouvait aussi combler le manque, financier du départ. Du départ, ouais. Parce que Mmh. quand on crée une entreprise, c'est pas forcément facile, de générer des revenus tout de suite, hein. Ça prend parfois même beaucoup de temps. Ça a Mmh. été mon cas Mmh. et donc j'ai eu cette aide-là et ce soutien-là qui fait qu'aujourd'hui, je vis pleinement de mon métier. J'ai pu vraiment, comme on le disait tout à l'heure, avoir le temps de trouver ma patte, ma signature, Mmh. de pouvoir, communiquer un message à ma manière et de mûrir Oui, aussi. oui. Parce que, il faut le dire et même si j'étais pas forcément très à l'aise avec ce principe, avant, j'étais quand même très, très jeune. Et même si effectivement j'avais, à mon sens, déjà les épaules pour, incarner, ce rôle d'accompagnante, j'avais quand même beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre. Je n'ai pas fait d'études dans l'entrepreneuriat, Mmh. donc j'ai tout appris sur le tas et non pas sur le tard, mais en tout cas sur le Ouais. tas. Comme une vraie Oui. autodidacte, tout simplement. Comment? Une autodidacte dans l'entrepreneuriat. Oui, Mmh. c'est ça, une autodidacte, donc il m'a fallu un petit peu de temps, voilà, pour que les choses se fasse tranquillement, frais, tranquillement, un peu trop au départ. Non, mais c'est très bien. C'est bien que tu rappelles que le réseau, en tant qu'entrepreneur, c'est indispensable. Ah ouais, Ça rejoint même un post que j'ai fait sur «Tu n'aimes pas réseauter et pourtant». oui. Donc tu le mentionnes bien. Quel serait le conseil que tu donnerais là, si on arrive vers la fin du podcast? Comment en tant qu'entrepreneur spirituel, dans la médiumnité, dans tout ce que tu fais de beau, on peut réseauter, sans perdre son identité? Qu'est-ce que tu dirais à un collègue? Hem, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir un vrai réseau et un vrai, réseau, soutenant, en fait. Tout simplement parce que j'ai besoin de qualité humaine et d'une connexion humaine avant tout. C'est-à-dire que
le réseau par principe, on considère que c'est à la f enfin, c'est finalement un échange qui se fait par intérêt, partagé. C'est-à-dire qu'on réseaute parce que ça va aider chaque entrepreneur ou chaque personne et qu'il y a quelque chose à gagner derrière. Mais je pense qu'en fait, il n'y a rien à gagner s'il n'y a pas d'affinité humaine, s'il n'y a pas des valeurs communes Mmh. en Absolument. termes de respect du travail de l'autre, du respect de son propre travail. Moi, je le dis, hein, je le dis toujours, je n'accepte pas n'importe quel projet, sous couvert de visibilité. Parce que tout simplement, si je sais ou si je sens que le feeling ne va pas passer, je n'y vais pas. Alors ce n'est pas la seule raison, mais en tout cas, il y a cette question de créer un réseau vertueux. Mmh. À mon sens, le réseau n'a aucune valeur s'il dessert quelqu'un et s'il dessert une cause. J'ai besoin de sentir que, encore une fois, le message que je veux passer et le monde que je veux voir aussi, éclore, existe déjà dans la moindre petite, collaboration qui existe dans mon métier. C'est Donc je dirais que le réseau est très important à partir du moment où il est fait de la manière la plus respectueuse, et amicale possible, mmh. Oui, si on peut parler de d'amitié. oui. Qu'on partage une même vision, une même envie, Ouais, c'est ça. aller de l'avant. Et puis, globalement, j'évite de collaborer avec des personnes qui considèrent d'emblée qu'on est en comment dire? En concurrence. Mmh. On va conclure, Léa. Merci, pour ce super échange, que j'ai vraiment adoré autour de l'ego spirituel, le côté, identité, de création d'entreprise, qu'il y a pas de frein, quel que soit son âge, que l'argent n'est pas un tabou. Moi, j'ai envie de rappeler que j'ai été connue grâce à Titria sur ce super documentaire, qui est, si je me trompe pas de titre, Le monde de l'invisible. C'est de s'ouvrir à l'invisible, S'ouvrir à oui, et l'invisible. c'était un très, très chouette échange avec de très, très chouettes Mmh. personnes. D'ailleurs, un petit mot là-dessus. Comment tu as vécu cette expérience? Comment tu l'as vécu après? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Oui. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Alors déjà, c'était un très chouette instant parce que, bah, comme je le disais, humainement parlant, le feeling est très, très bien passé avec, Xavier et Anthony. Donc il y a vraiment une amitié finalement qui s'est créée et ça a été, un instant d'échange très chouette. Forcément, ça ça a changé des choses puisque aujourd'hui je suis beaucoup moins disponible rapidement, dans mon travail. Là, ouais, je suis à quelques mois d'attente avant de pouvoir avoir un rendez-vous et je sais très bien que ça a été généré par cet échange qui, a priori, a beaucoup plu et j'en suis vraiment ravie, c'est super. Donc voilà, je peux que les remercier et oui, oui, ça a changé beaucoup de choses, c'est certain. On leur enverra l'épisode. Pour Oui. conclure, est-ce que tu veux partager ton actualité? Bien évidemment, on mettra dans la description du podcast ton Instagram, ton site web. On a évoqué, toutes les 2 en hors podcast, les ateliers développer ses capacités extrasensorielles. Donc on Oui, mettra le lien. partagé avec Istria justement, disponible, sur leur site internet. Super. Donc, un atelier, d'1 heure, comme du e-learning, hein, si j'emploie les bons termes, Tout à donc fait. mis sur étagère. Est-ce que tu as d'autres, du teasing à nous partager? Il y a des petites choses qui se mettent en place. Je te remercie de laisser, cette place à mes projets. Et bien, effectivement, alors j'ai en accès, constant sur mon site, 2 initiations, notamment l'initiation Medium, qui est pour moi vraiment une base, toutes les bases, à recueillir, à comprendre pour ne plus avoir peur de l'invisible, mais surtout pour comprendre sa médiumnité, la développer. C'est vraiment axé médiumnité pour le coup. Il y a un petit atelier de magnétisme aussi qui permet de recueillir toutes les bases pour apprendre à soigner et tout le monde est capable, de mettre ça en place donc c'est vraiment accessible à tout le monde et puis au mois de mars, je réitère pour une troisième session la grande initiation Aranea. Pour moi, Aranea, c'est vraiment toutes les bases et là, quand je dis toutes les bases, c'est toutes les bases lorsque l'on veut s'initier à la fois à la médiumnité, aux soins, mais aussi au contact avec, les esprits, les êtres de la nature, il y a aussi des notions de symbolique du corps, de protection, de voilà.
globalement tout ce qu'on doit savoir, à mon sens, pour pouvoir, devenir autonome, Mmh. être autonome dans sa pratique, se situe dans cette initiation qui, dure une vingtaine d'heures, je n'ai plus le compte exact de la dernière session. C'est celle qui sera, disponible en e-learning, en OK. fait. Pour cette troisième session, malheureusement, je n'ai pas la place de faire tous les lives en direct, donc ce sera la précédente session qui sera disponible, mais il y aura quand même 2 lives où je serai présente pour répondre à toutes les questions, des personnes qui suivront, la session et donc toutes les infos sont dispo sur mon site. Bon, bah, génial. Il y a une 140 pages de PDF, je crois, avec, schéma, exercices, la totale, Une avec vraie le boîte, plaisir de mettre en page comme j'aime le faire. et ben, une vraie boîte à outils. Et ben, écoute, merci beaucoup Léa, on partagera tout ça, en description. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci Salut! beaucoup, à tout bientôt.